Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 4e épisode, les proches. Je m'appelle Annick Leclerc, je suis conseillère cadre pour le CIS de la Côte-Nord dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement, mais surtout, je suis une passionnée par le sujet. Et je vous présente ma co-animatrice Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bonjour Audrey. Bonjour Annick. Dans chaque épisode, on aborde une question d'un proche aidant. Donc, quelle est la question du jour, Audrey? Oui, la question c'est en quoi mon proche va se sentir comme à la maison? C'est vraiment une grande question parce que quand on accueille quelqu'un en CHSLD, c'est vraiment un deuil pour les familles. J'ai envie de t'entendre, Audrey, sur le sujet. Oui, tout à fait, Annick. Tu sais, quand on pense à une admission en CHSLD, on pense beaucoup à comment le résident lui-même va être reçu, comment on va installer sa chambre. Fait qu'on pense beaucoup à ça. Mais on pense pas nécessairement à c'est quoi que les proches, eux, vivent. Particulièrement quand c'est un conjoint-conjointe qui vient porter son conjoint-conjointe là, en hébergement. Je pense que c'est vraiment difficile d'admettre qu'on est rendu là, qu'on n'est plus capable de s'en occuper parce que nous-mêmes, souvent, on perd des capacités, tout ça. C'est quand même vraiment un grand deuil pour eux autres. Ils trouvent ça difficile, je pense, de faire cette étape-là. Ils n'ont pas vraiment de soutien pour les aider à passer à travers ça, pour les comprendre. Juste pour ventiler, des fois, ça fait du bien. Je pense que la politique va nous amener à voir ça davantage aussi, à aller soutenir les proches. Là, on parle de l'accueil, mais c'est aussi durant toutes les étapes, là, parce que la maladie, on le sait, c'est des maladies dégénératives, puis c'est difficile à plusieurs étapes. Mais je pense que l'accueil, c'est vraiment un moment important où on pourrait vraiment venir soutenir davantage les proches et les familles dans tout ce processus-là. Oui, puis pour revenir avec ce que tu as dit, présentement, tu sais, on parle souvent du résident de demain, mais présentement, les gens qu'on a en CHSLD, les gens qui les intègrent, c'est des personnes qui sont habituées d'avoir été dans des milieux où on s'est occupé de nos parents. Les parents se sont occupés de leurs parents. Tu sais. Il y a quelque chose de culturel là-dedans ou d'une époque, si on veut, qui fait en sorte que c'est pas naturel de laisser son proche et d'aller le porter en institution. C'est non seulement un deuil, mais en plus d'être un deuil, il y a un sentiment de culpabilité qui vient avec ça parce qu'on a vu notre mère s'occuper de sa mère ou de son père, de son beau-père, de sa belle-mère. Tu sais, on habitait plusieurs dans les maisons, on s'occupait de nos aînés. Il y a tout un aspect de culpabilité qui vient avec un proche quand on rentre une personne en CHSLD, en résidence intermédiaire ou en résidence de type familial, la même chose aussi. C'est pas facile de laisser partir ça. La politique, elle va vraiment venir s'asseoir sur l'importance de l'accueil du proche du début à la fin dans le processus. C'est sûr qu'il y a déjà des choses en place qui fait qu'on veut accompagner les proches. Là, on leur donne quand même déjà une pochette d'accueil. Mais cette pochette-là, c'est des documents qui, nous, on trouve importants qu'on leur remet. Par exemple, ça peut être des documents, l'histoire de vie en fait partie. Ça peut être des documents d'information sur c'est quoi, comment étiqueter les vêtements puis des choses comme ça. Mais c'est tellement géométrie variable. Même nous, sur la Côte-Nord, tous les CHSLD ont des pochettes différentes. Fait que l'information importante qu'on transmet aux proches, c'est pas la même d'un CHSLD à un autre. On va essayer de... Puis il y en a qui c'est vraiment très épais, là, les pochettes d'accueil, ça peut faire peur aussi. C'est comme ça s'est pas vraiment lu. Fait que je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur se recentrer sur c'est quoi l'information importante qu'on peut donner aux proches. Par exemple, justement, c'est quoi les équipes, c'est quoi le rôle de chaque intervenant pour vous, les proches. Si vous avez besoin de soutien, c'est qui vous pouvez aller voir, c'est qui les personnes contactent. Ça pourrait être des informations importantes à mettre dans la pochette. Je pense qu'on devrait se recentrer sur l'important puis remettre une pochette qui va parler vraiment aux proches aidants puis qui va les soutenir vraiment, là. Je pense qu'une pochette d'accueil, il faut que ce soit... il y a des choses qui sont essentielles. On n'a pas le choix, il faut les mettre là. Ça fait partie d'une structure de quand on rentre une personne en institution, on doit mettre des choses très spécifiques. Mais je pense aussi qu'il faut avoir cette ouverture-là de la faire progresser dans le temps. La pochette d'accueil, c'est on rentre, mais tout au long, il y a un accompagnement à y avoir, puis sans que ce soit sous forme de pochette. Quand on parle de l'importance de l'accueil des proches dans la politique d'hébergement, c'est vraiment un soutien à long terme. C'est pas nécessaire de mettre tout dans la première pochette qu'on va remettre aux gens. Parce que, est-ce que c'est nécessaire au moment où tu sais que dans 3 jours, tu vas porter ton proche, qu'il y a une possibilité, par exemple, qu'on l'accompagne pour un arrêt de fumée? Exemple.
Est-ce que c'est nécessaire à long terme? Oui, on peut dire, on peut vous accompagner là-dedans éventuellement. Mais dans le moment présent, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que le proche reçoive cette pochette-là puis que ça réponde à des questions dans l'immédiat. Là, présentement, là, mon proche, il rentre dans 2 jours, 3 jours en CHSLD. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Puis les questions que je me pose, est-ce qu'elles sont répondues à travers cette pochette-là? Moi, je pense qu'à la base, on commence comme ça, mais on poursuit ce soutien-là par la suite, puis on fait évoluer ce qui devait être notre pochette d'accueil à la base. Tout à fait. Puis je pense que la pochette d'accueil, c'est une chose qui est importante pour de l'information, mais je pense que ça remplacera jamais le soutien d'un intervenant. Tu sais, par exemple, on a des équipes psychosociales là, dans nos CHSLD puis dans les maisons des aînés alternatives. On a des éducateurs, on a des travailleurs sociaux. C'est ce contact-là, quand tu es inquiet, quand tu te poses des questions, je pense que ça remplacera jamais. Une pochette d'accueil ne pourra jamais venir pallier à ça. Fait que je pense que c'est important aussi que nos éducateurs, nos travailleurs sociaux, puis même les infirmières, chefs, soient disponibles aussi pour les proches pour répondre à leurs questions, pour les soutenir. Fait que la politique, je pense que ça va vraiment venir mettre l'accent là-dessus, que les proches, ils ont besoin de soutien aussi. On va former nos employés à soutenir les proches parce qu'eux ne sont pas formés là-dedans. On n'a pas de formation pour interagir avec les proches. Puis, tu sais, parfois, les contacts avec les proches sont difficiles parce que c'est des personnes qui vont être exigeantes, qui vont avoir beaucoup de demandes, ça va être lourd sur le personnel. Fait que je pense que c'est important de former les employés un peu à avoir ce support-là avec les proches. C'est ce qui m'amène un peu à... Quand on parlait au niveau de la politique, que ça va venir bouger des instances, tu sais, au point de vue syndical, par exemple, tu sais, une personne qui est préposée aux bénéficiaires a une tâche X, une description de tâche, c'est sa tâche. On ne retrouvera jamais ce type de choses-là dans une description de tâche. Puis la politique, elle va venir un peu donner du contenu à dire, ben non, c'est pas écrit dans ta description de tâche, mais par contre, si tu choisis de le faire, ça va améliorer le sort de tout le monde, tu sais. Est-ce que maintenant, on le fait pas? Bon, là, il y aura tout un aspect d'enjeu autour de ça, mais je pense qu'il faut amener l'ensemble de nos titres d'emploi, peu importe le titre d'emploi qui gravite dans les CHSLD. Puis quand je parle de peu importe, là, on parle du ménage, on parle de la cuisine, on parle de l'ensemble des gens qui gravitent autour de nos aînés. Ils vont devoir avoir cette philosophie-là de peut-être d'empathie, de compassion envers le proche, pour venir l'accompagner davantage puis pour le soutenir tout au long de ce processus-là. Là. Je pense que ça va être important. Puis, si je peux faire un peu le parallèle avec les maisons des aînés, maisons alternatives, tu sais, on a eu 2 semaines de formation à l'ouverture de la maison des aînés de Baie-Comeau. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup des proches, c'est sûr qu'on a parlé de l'importance des soutenir, mais on a aussi donné des techniques. Tu sais, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, c'est pas des intervenants psychosociaux, mais c'est des personnes qui sont sur le plancher puis qui sont vraiment beaucoup en contact avec les proches. De leur donner un peu des techniques de support, de quoi faire quand il y a un proche qui a besoin de support, etc. Je pense que ça a été vraiment important puis que ça va être bénéfique à long terme. Le rôle du PAB, ça fait partie de la politique d'hébergement. On veut y donner plus de pouvoir, on veut bonifier son rôle parce qu'on considère que c'est la personne qui est le plus proche du résident parce qu'il partage son quotidien, partage son intimité quotidiennement, là. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que le rôle du préposé aux bénéficiaires accompagnateur, qu'on appelle le PAB accompagnateur, va être justement beaucoup bonifié. Puis, tu sais, dans nos formations, on leur a expliqué d'ailleurs que dans leur rôle, il y avait le soutien des proches, répondre aux questions des proches, plutôt que, tu sais, ce qu'on fait actuellement, c'est plus l'infirmière ou l'infirmier qui va répondre aux questions des proches. Les proches ont plus tendance à se référer à l'infirmier, mais je pense que la personne qui connaît le plus leurs proches puis qui est plus en mesure d'évaluer leur comportement, les changements dans leur comportement, c'est le PAB accompagnateur, là. Donc, on essaie de bonifier leur rôle puis de le mettre vraiment plus de l'avant, là. Dans le fond, le PAB, là, on ne lui demandera pas de devenir des intervenants. On va lui demander d'être nos yeux. Tu sais, par exemple, là, le PAB accompagnateur de Mme Ginette, là, bon, ben lui, il se rend compte que son mari, quand il vient, il va moins bien, il voit qu'il y a des questions, qu'il est insécure, des choses comme ça. Mais son rôle, ça va être de venir transmettre ça à l'équipe psychosociale pour qu'eux prennent le relais. Donc, on ne lui demandera pas là, de faire de l'intervention, là, à chacun son métier, là. Oui, puis c'est important ce que tu amènes parce que on a parlé de l'accueil tantôt, puis comment c'est difficile d'aller porter son proche ou son mari ou en hébergement.
Mais, tu sais, je pense que c'est important d'observer ces signes-là parce que, tu sais, la maladie, quand elle progresse, tu sais, la personne va changer d'attitude, il va y avoir des nouveaux comportements que la personne, on reconnaîtra pas. Je pense que pour le proche, d'avoir des réponses à ces questions-là à travers les étapes de la maladie, c'est important. Ils vont pas nécessairement venir vers nous pour les poser. Je pense que les PAB, quand ils vont se rendre compte que l'approche va moins bien, c'est important de le soulever aussi, qu'on puisse aller les voir puis aller les soutenir davantage. C'est démontré, là, tu sais, on a tout plein d'exemples à travers les années dans les résidences intermédiaires ou les résidences de type familial, qu'on appelle aussi les RIRTF, que les proches, quand ils se sentent écoutés, apprécient davantage le service. On le voit, tu sais, c'est quotidien. C'est des gens qui viennent quotidiennement dans nos CHSLD, qui ont des comportements positifs, qui sont de bonne humeur. Les gens, souvent, qui sont plus réfractaires, c'est des gens qui ne se sentent pas écoutés. Donc, on aura tout ce rôle-là à venir travailler pour qu'on puisse mettre en place une écoute active pour nos proches. Tout à fait. Puis je pense que c'est important de le nommer parce que souvent, quand il y a un proche qui est exigeant, qui a beaucoup de demandes, ça cache ça. Ça cache le fait qu'il ne se sent pas écouté, qu'il n'y a pas réponse à ses questions, qu'il n'est pas soutenu. Mais ce que ça fait comme résultat, c'est que le personnel trouve ça lourd, donc se braque un peu et viennent encore moins supporter tout ça. Fait que je pense qu'en reconnaissant ces signes-là au niveau du personnel, ils vont être capables de dire, OK, peut-être que cette madame-là ou ce monsieur-là aurait besoin d'être plus supporté, d'avoir des réponses à ses questions. Ouais, une rencontre d'une demi-heure avec le gestionnaire ou avec un membre de l'équipe, avec un proche comme ça qui a plus de questions et qui est plus réfractaire, vaut vraiment beaucoup, là, parce que honnêtement, souvent, on en ressort gagnant tout le monde. Là. Toutes les parties vont ressortir gagnant de ça. Là. Tout à fait. Par rapport au soutien, on a aussi nos comités de résidents, il y a des comités d'usagers, il y a différents comités mis en place. Audrey, tu nous expliques ça? Donc, à la Maison des aînés alternative de Baie-Comeau, on est en train justement de travailler sur la structure des différents comités qu'on veut avoir parce qu'on voulait se laisser le temps d'ouvrir. Là. Mais en CHSLD, présentement, il y a justement des comités de résidents. Donc, ça, c'est des comités de résidents vraiment qui sont dans les CHSLD qui se rassemblent avec, souvent, c'est l'éducatrice ou la travailleuse sociale. Puis, ils travaillent sur certains enjeux. Les autres résidents peuvent faire un peu des plaintes ou poser des questions au comité des résidents, puis ils vont répondre à ça. On a aussi, à plus grande échelle, le comité des usagers là, du 6 de la Côte-Nord. Fait que c'est un peu, pas juste les CHSLD, c'est un peu tous les usagers du 6 de la Côte-Nord. Eux, ils ont comme mandat de s'assurer que les droits des usagers sont respectés, etc., répondre aux questions et tout ça. On a aussi en CHSLD un comité milieu de vie. Fait que ça, c'est intéressant parce que le comité milieu de vie, il y a des résidents, bien entendu, mais il y a aussi des employés, des proches aidants, des familles qui font partie de ce comité-là. Puis ils peuvent travailler sur différents enjeux ou sur différents projets ensemble. Par exemple, on a un projet de jardinage. Bien là, le comité milieu de vie va un peu s'impliquer dans ce projet-là. Comment qu'on va faire ça? C'est qui a le goût de s'impliquer et tout ça. Fait que c'est un comité qui est vraiment intéressant, le comité milieu de vie, parce que ça rassemble un peu toutes les parties prenantes de la résidence, du centre d'hébergement, puis qui vont vraiment travailler des projets ensemble qui les intéressent, qui vont vraiment être selon leurs intérêts aussi. C'est un très beau comité là, qui est déjà en place puis qui va être mis en place aussi à la Maison des aînés. En fait, un proche qui désire s'impliquer, il a la chance de le faire à travers ces différents comités-là. Puis ça l'amène du soutien aussi parce que c'est des gens qui partagent toute la même réalité. Là. C'est sûr que les proches peuvent s'impliquer à travers ces comités-là, oui, mais il y a aussi plusieurs projets qui se font où les proches peuvent s'impliquer. Donc, par exemple, en ce moment, on a un projet sur la Côte-Nord. On est en train de faire un guide pour les proches aidants avec plusieurs ressources, avec beaucoup d'informations sur la maladie, etc. Tu sais, ça, c'est un comité qui est composé des intervenants du réseau, bien entendu, mais aussi du communautaire comme l'Appui, comme la Société d'Alzheimer. Puis on a, bien entendu, des proches aussi, des proches aidants et des proches sur ce comité-là. Là, c'est vraiment pertinent dans ce projet-là parce que c'est pour eux qu'on fait le guide. Là. Fait que c'est vraiment important de connaître leurs besoins particulièrement. Mais dans tous les projets qu'on fait, on essaie d'impliquer des proches parce que c'est toujours très pertinent de voir leur vision qui est complètement différente de la nôtre aussi. Donc, il y a ça aussi qui est disponible là, pour les proches aidants. Là. Ils peuvent s'informer là, au niveau de leurs différents intervenants. Puis s'il y a des projets, c'est sûr qu'ils vont pouvoir s'impliquer. Là. Oui, puis à une autre échelle, au-delà du fait des comités ou de l'ensemble des travaux comme ça qui sont un petit peu plus régionales ou à petite échelle, là, on peut aller faire du pain avec quelqu'un en CHSLD. On peut amener notre guitare, gratter la guitare, puis faire une animation. Tu sais, le proche aidant, il y a une place aussi dans le quotidien de l'établissement. S'il veut s'impliquer à petite échelle, comme ça, de dire, ben
moi, je veux pas prendre de grands engagements parce que j'ai pas ce temps-là ou parce que je préfère donner ce temps-là à mon proche. Il peut aussi dire, ben c'est ça, je suis un chansonnier, moi, puis une fois, dimanche par mois, je vais venir jouer de la musique. Donc, c'est comme ça qu'on anime nos milieux de vie. C'est comme ça qu'on fait de ces institutions-là aussi des choses qui ressemblent encore plus à une maison et encore plus à un milieu de vie. Oui, puis c'est important ce que tu dis, puis je pense que ça ne doit pas être une pression de « faut que j'y aille une fois par mois ». Ça peut être une fois par année. Un jour, ça te tente de venir, tu viens, tu sais, parce que je pense que les proches hésitent à s'impliquer dans le milieu de vie parce qu'ils ont peur que ça soit quelque chose qui soit obligatoire ou qui devienne une pression pour eux. Mais tu sais, si tu viens une fois par année, une fois par 2 ans, là, les gens vont être contents, puis ça va être ça. Tu sais, si c'est ça le temps que tu as, c'est ça, puis on va le prendre. Tu sais. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller faire une activité une fois de temps en temps, puis sans ressentir cette pression-là. Oui, effectivement, Audrey, tu sais, une fois par année, c'est déjà une fois de plus, hein? Puis c'est déjà une animation de plus dans nos milieux de vie. Je pense aussi, Audrey, que dans les CHSLD, Maisons des aînés, il y a des endroits qui sont réservés aux proches aidants. J'aimerais ça t'attendre là-dessus. Oui, tout à fait. Bien, on a ce qu'on appelle des salons des proches aidants un peu partout dans nos CHSLD. À la Maison des aînés alternatifs de Bécomo, on a un condo des proches aidants. Fait que c'est vraiment une place qui est réservée aux proches aidants. Si jamais la personne est en fin de vie, c'est vraiment un espace où ils peuvent aller se recueillir, mais ils peuvent aussi dormir là. Parce que, tu sais, des fois, il y a des proches qui viennent de l'extérieur, surtout dans nos régions éloignées, là. Il y en a qui restent à l'extérieur. Fait qu'ils peuvent rester sur place pendant tout le processus de fin de vie, là. Ils ont un espace à eux vraiment réservé, ils ont une salle de bain complète et tout ça. Puis dans les autres CHSLD, ben, ils ont des salons, ils ont des espaces aussi qui sont réservés pour eux, là, pour justement prendre des pauses des fois et tout ça. Puis je pense qu'au niveau de la fin de vie aussi, on va essayer d'apporter une attention particulière à nos proches aidants quand le résident est à la fin de sa vie, là, puis qu'on est en palliatif. Audrey Lévesque, merci encore une fois. Merci Annick, c'était vraiment enrichissant comme échange. Dans le prochain épisode, on aborde la diversité sexuelle. Ouh! Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.